Retrouvez Smart Transfo avec Losam, la transformation des métiers par le digital. Salut à tous, c'est Smart Transfo, nouveau rendez-vous donc, rendez-vous de la transformation des entreprises. Mais enfin, vous le savez, si vous avez déjà regardé cette émission en partenariat avec Losam, avec Deloitte, on plonge au cœur des organisations. Ce qui nous intéresse en fait, c'est la façon dont la technologie transforme les organisations, au-delà évidemment du potentiel business qu'elle apporte dans l'ensemble des relations commerciales. Et là, vraiment, on va plonger au cœur des organisations en ce qui concerne la data, la puissance de la data, ce que ça change au sein des entreprises, ce qui nous amènera d'ailleurs à l'intelligence artificielle. Mais vous allez voir, c'est parti, c'est Transfo. Et donc la première partie de l'émission, Loïc Vuchard qui m'accompagne, c'est le débat. Le pouvoir de la data, pour être précis. Le pouvoir de la data, exactement. Exactement. On a choisi deux spécialistes de l'industrie financière, car on considère évidemment, on leur posera la question, qu'ils sont particulièrement en avance dans le domaine, pour partager à la fois les grands enjeux du pouvoir de la data et les grandes dynamiques. Donc avec nous pour en parler, Christina Poisson, qui s'occupe de la data, Chief Data Officer du groupe Société Générale, et Julien Maldonado, associé chez Deloitte, spécialiste à la fois des enjeux de l'industrie financière et de la data également. Bonjour à vous deux. Bonjour. Christina, Bonjour. je disais, l'industrie financière, c'est forcément des spécialistes de la data, poussés un peu par les réglementations, évidemment, mais pas que. Mais pas que, parce que la banque, c'est des hommes, c'est une expertise, mais c'est beaucoup de données. Ouais. Et ça a été dès l'origine, dès la première création d'agence, dès le premier client qui rentre dans une agence, on essaye de comprendre et donc avoir de l'information sur lui pour ouvrir un compte. Et c'est vrai que la réglementation ne nous aide pas, quelque part. Mais en même temps, vous aide à vous c'est les structurer, deux, quand c'est même. les deux, parce qu'en fait, finalement, il y a eu des très grosses transformations. Ouais. BCBS 239 pour les initiés, une réglementation du comité de Bâle sur la supervision bancaire suite à la crise financière qui fait qu'il y a des grands principes autour de la data qui ont été mis en place dans les entreprises. Et c'est vrai que ça nous a aidés à structurer, mais ce que je voulais juste dire, c'est que c'était déjà dans notre ADN de travailler avec les données. Enfin, vous n'êtes que de la donnée. Une banque, alors surtout à l'heure digitale, ça n'est que de la donnée. C'est des 0, des 1 qui s'alignent. Oui, des hommes pour traiter tout ça. Mais enfin, je veux dire, notre squelette, c'est de la donnée. Nos fondations, c'est de la donnée. En effet. Il y a beaucoup de données. 30 millions de clients. On a aussi énormément de pays sur lesquels on est présent. Beaucoup de métiers, donc beaucoup d'informations qui sont collectées, traitées pour des enjeux réglementaires, mais aussi pour améliorer l'expérience client, pour faire des services digitaux. Et tout ça, oui, la donnée est au cœur de notre transformation. Premier enjeu que je voulais partager avec vous, c'est la captation de la donnée, avec le défi colossal de la qualité des données. Julien, c'est un enjeu, c'est la priorité, c'est la base, le socle. C'est la base. Si je reviens, c'est vrai que nativement, gérer de l'information, c'est le métier d'une banque. Les flux pour séquestrer, faire de l'épargne. Donc c'est une des premières industries à s'être informatisée, au sens premier du terme, informatisée. Et le paradoxe, c'est que c'est à la fois un avantage d'être un peu en avance dans l'informatique, mais un inconvénient parce qu'on a construit quand même des systèmes qui ont quelques années maintenant, voire décennies, et qui ont un certain manque d'agilité pour récupérer, exploiter cette data. On appelle, Stéphane, le legacy. On se retrouve parfois avec le sentiment, quand on est Chief Data Officer, d'avoir une cuillère face à une énorme montagne et se dire mais comment je vais y arriver. Alors heureusement, pour aller dans le sens de ta question Loïc, au niveau de la collecte, on progresse de trois manières. La première, c'est qu'on intègre la collecte nativement dans le processus, dans le quotidien des opérateurs, que ce soit en gestion ou en front office. Deuxièmement, on les assiste par l'intelligence artificielle qu'on a beaucoup buzzé à tort, mais qui a enfin des réalités tangibles, c'est-à-dire que la machine vient capter des signaux faibles et les transformer en informations, détourer la donnée brute et en faire quelque chose d'exploitable. Une information structurée, automatiquement. Exactement. Le gros problème, c'est qu'il y a encore énormément de masses qui sont inexploitées parce qu'elles sont non structurées dans l'interaction avec le client ou en gestion. Donc, premier levier, les hommes. Le deuxième levier, l'intelligence artificielle. L'IA qui vient augmenter la collecte. Et troisième point, une collecte qu'on va externaliser. Ça, c'est une nouveauté très récente, on appelle ça open banking. Ça a été régulé d'ailleurs, et c'est tant mieux parce que l'Europe du coup prend une certaine avance dans l'exploitation à la fois d'aller chercher à l'extérieur de la donnée qu'on aurait plus vite
fait de trouver à l'externe qu'en interne. C'est chez moi, au lieu de m'installer un thermomètre, je vais demander à Alexa ou Google quel temps fait-il sans ouvrir ma fenêtre. C'est un peu ce principe-là d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on pourrait avoir à l'intérieur, mais en plus lent. Christina, revenons à l'humain. C'est de la discipline, la collecte de données? Alors l'humain est essentiel, un peu comme la donnée est essentielle pour une banque. Moi j'ai tendance à faire un rapprochement, la donnée c'est comme de l'eau pour une entreprise. Ouais, c'est ça. Et c'est vital. Et pour une banque c'est vital, mais pour beaucoup d'entreprises c'est vital. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous êtes aujourd'hui citoyen du monde, on vous demande souvent d'être éco-responsable. Mais moi ce que j'invite à faire à tous mes collaborateurs, c'est d'être data responsable. Parce qu'en fait, finalement, cette donnée dans l'entreprise, elle est vitale pour servir nos clients, pour maîtriser nos risques, pour derrière optimiser nos processus, pour créer de nouveaux services. Et tout ça, ça passe par des étapes. C'est comme une supply chain. Je veux dire, on parle aujourd'hui de supply chain de la donnée, parce que quelque part, c'est comme une matière première, c'est notre matière première. Et donc, elle est vitale, il faut donc la collecter et ça passe par, oui, je fais les choses bien dès la première fois. Je saisis une information parce que je suis chargée de clientèle, j'ai mon client, il me donne des informations concernant son identité, je saisis bien mes informations correctement. Je suis dans un back-office, je suis en train de faire une opération, je vois une information de mauvaise qualité, je ne vais pas la corriger juste pour moi. Je vais la corriger à la source pour que tous ceux qui vont pouvoir bénéficier de cette donnée puissent aussi en bénéficier. Et tout ça, ça passe par de la discipline, ça passe par un réel changement au niveau de chacun, de façon à ce qu'ils prennent cette data responsabilité. Chaque collaborateur, et ce n'est pas juste les experts data. Au départ, les réglementations, elles nous ont un peu poussé à mettre des experts data. Vous avez des data protection officers, vous avez des security officers, vous avez des compliance officers. Tout ça sont des gens qui utilisent la donnée, mais qui ont un aspect réglementaire. Moi, ce que je veux, c'est inculquer ça dans l'ADN, faire que chaque collaborateur voit cette matière première qui est vitale pour l'entreprise et qu'elle puisse, voilà. Excellent. Mais comment on fait percevoir, comment on fait toucher du doigt la valeur ajoutée justement d'une bonne collecte de données face au service chargé de clientèle qui, certes, va saisir avec un peu de discipline, mais avec beaucoup de contraintes quand même? Alors, on le fait comprendre parce qu'il y a bien sûr cette idée de cas d'usage, de création de valeur, parce que tout ce qu'on fait, au final, c'est pour améliorer. Si une bonne information finit à un moment à améliorer la vie de notre chargé de clientèle, et on le fait, et ça a aussi une meilleure expérience auprès de nos clients, parce que quand on est capable d'avoir cette information, qu'elle est bien traitée, qu'on respecte l'ensemble des réglementations, et qu'à un moment on met en place par exemple un nouveau cas d'usage qui permet de faire une meilleure détection des incidents potentiellement de fraude à la carte bleue, le chargé d'affaires, il a une meilleure relation avec son client. Et donc, c'est un cercle vertueux. C'est l'économie circulaire de la data intra-entreprise. Ce qui amène la question de la propriété de la data, de la gouvernance de la data, du contrôle de la data. Et là-dessus aussi, Société Générale, vous avez une doctrine, j'ai vraiment envie de parler de doctrine, très très claire sur l'utilisation de ces data. Alors, oui, parce qu'en fait, on parle de propriété, mais je reviens sur mon idée d'eau. L'eau, c'est un bien commun, c'est un bien de l'humanité. Et bien, la donnée, c'est aussi quelque part... Le bien commun de l'entreprise. Oui, avec bien sûr, c'est aussi les données de nos clients qu'on a à protéger. Et donc, c'est quand même l'idée d'un bien commun. Le data owner, parce qu'on parle de cette propriété, de propriétaire, il ne faut pas le voir comme une propriété au sens matériel du sens. C'est plutôt des responsabilités. C'est-à-dire qu'on a mis en place une gouvernance très forte. Et le data owner, c'est qui ? C'est l'expert métier. C'est celui qui connaît le mieux la donnée, qui sera capable de l'expliquer, d'écrire son niveau de qualité attendu, de décrire le niveau, est-ce que c'est une donnée personnelle, est-ce que c'est une donnée confidentielle ? Et il est là parce qu'il a un devoir vis-à-vis de cette information. Il a un devoir. Et par contre, par rapport à une notion de propriété, en disant est-ce que moi je peux dire oui, tu peux l'utiliser ? Voilà, est-ce que c'est moi qui décide comment on l'utilise ? Non. Non. Non, parce que aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est toujours pareil, cette idée de supply chain. Il faut être time to market, il faut être rapide à pouvoir utiliser cette donnée, créer cette valeur. Et là, qu'est-ce qu'on a à vérifier ?
c'est qu'on respecte la réglementation. Ouais. Et c'est là que la réglementation, elle est hyper essentielle. Et elle vous aide pour le coup. On doit protéger les données personnelles, respecter le RGPD, on doit s'assurer du secret bancaire, du niveau de confidentialité de nos données, de la propriété intellectuelle. Il y a énormément de lois qui encadrent, et il y en a d'autres à venir, puisqu'on a bien vu que l'Union européenne travaillait sur des règlements autour de l'intelligence artificielle. Et c'est pas simplement maîtriser les données, mais c'est aussi maîtriser les algorithmes qu'il faut aussi. Et donc là, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une solution interne qu'on appelle DataGo. Alors, ça parle tout seul. Hein. Ouais, exactement. J'ai besoin d'accéder à de la donnée, mais au sein de Société Générale, on a mis en place un système qui fait qu'un data scientist, un chef de projet qui a besoin d'accéder à de la donnée, il va répondre à un certain niveau de questions, en fonction de là où il est, dans quel pays, voilà. Et ça va lui pouvoir permettre de savoir s'il a toutes les autorisations pour accéder à cette donnée. Il va avoir son permis d'accéder à la donnée. Une sorte de référentiel unique. Bon, c'est un questionnaire qui passe vers des experts, et chaque expert, après, on va vers les compliance officers, les juristes, et puis les security officers. Et ce sont ces experts-là qui sont, quelque part, donnent l'accord d'autorisation de la donnée, et ce qui paraît beaucoup plus sain dans une organisation au niveau des données. Julien, quelle gouvernance, finalement, mettre en place autour de cette donnée, ce qui est Très élaboré, là, Société Générale. Très avec impressionnant. séparation des pouvoirs, ce qui est très, très important. Très important. On les prend souvent en exemple. Non, mais le point important, c'est qu'au-delà de la réglementation qui impose cette gouvernance, il faut réaligner aussi et redonner du sens à l'opérateur qui, lui, dans son quotidien, se voit comme une contrainte supplémentaire imposée par des normes de conformité. Donc, il faut lui dire, dans ton quotidien, avec ta petite cuillère, c'est pas une action supplémentaire d'aller creuser, c'est une action qui va s'imbriquer dans ton processus de production quotidien. Donc vraiment aligner à l'opérationnel cette gouvernance. Premier point, c'est la première base. La deuxième, c'est démontrer par des victoires rapides, parce que je prends souvent l'analogie de Deloitte, il y a 175 ans, a participé à la construction des chemins de fer en amenant de la confiance auprès des investisseurs qui ne voulaient pas investir. Et on a eu peur d'un chantier qui était pharaonique. On est aussi, face à cette montagne de données, dans une position un peu de peur et de ne pas y aller. Donc il faut essayer de décomposer le mouvement par des petits pas et des victoires rapides qu'il faut amener en démontrant. Voilà, l'opérateur, je t'amène une data qui est raffinée, qui devient de l'information et qui t'aide dans ton quotidien, c'est une vraie victoire. Elle ne s'étend pas à toute l'entreprise, donc il faut choisir ses combats, les parties de la chaîne de la production qu'on peut améliorer, mais il faut le démontrer et communiquer là-dessus. Donc là, on est dans le change management, comme on dit en anglais. On accompagne l'entreprise sur... On a démontré. Et dernière phase, c'est pour reprendre ce que cite souvent Stéphane, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on a eu les phases d'incubation, on a mis la vision, et après, il faut aller à l'échelle. Il faut industrialiser et là, il faut trouver les relais, là où le CDO a moins ce rôle de « je suis la main dans la pâte » dans les premières étapes. Après, le CDO, il est le facilitateur qui va plutôt orchestrer un mouvement qu'il a réussi à faire prendre de manière plus ample et générale. Et allez, on y va et on casse la montagne. Tout votre boulot, Christina, c'est finalement de disparaître à un moment. Voilà, c'est qu'on n'ait plus besoin de vous. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais orchestrer, c'est noble, c'est aussi noble que le début qui est de créer la base. La question se pose quand même entre le Chief Data Officer, le Chief Digital Officer, le DSI, le directeur des systèmes d'information. Parfois, les frontières sont quand même assez floues. Réponse courte, Christina. Collaboration essentielle. Si je reprends mon image avec l'eau, la DSI, c'est un peu les tuyaux qui nous permettent de transporter la donnée du producteur au consommateur. Ouais. Et nous, on vérifie qu'il n'y a pas trop de fuites, que la donnée n'est pas de mauvaise qualité et tout ça. Donc, il faut travailler ensemble. Et le Digital Officer, souvent, il est là pour aider le consommateur à trouver des nouvelles idées, à pouvoir faire de l'idéation, trouver de l'innovation. Et donc, on travaille ensemble. C'est la pomme de douche, d'une certaine manière. Voilà. Et vous vous assurez qu'elle est toujours potable, cette eau. Donc, on parlait de pétrole, on aurait dû parler depuis le début de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, on continue vers l'intelligence artificielle, puisque Christina en a dit un mot, c'est le cas d'usage, le lien quasi naturel de la data à l'IA. C'est parti. À tout de suite. Deuxième partie, Loïc. La suite logique, l'intelligence artificielle comme continuum de cette data, et avec un aparté sur l'intelligence artificielle de confiance. On va adresser avec Grégory Abisror, qui est l'associé Risk Advisory chez Deloitte. Grégory, est-ce que tu peux peux-tu nous parler d'IA, d'intelligence artificielle, et finalement, pourquoi l'IA
n'a pas eu l'explosion auquel on s'attendait un peu avant Covid. Je dois être... Alors effectivement, on s'attendait à l'explosion, à un usage à tout va de cette technologie qui promettait monts et merveilles, on va dire. Et globalement, ce qu'on a vu, c'est un foisonnement d'initiatives, des proof of concept, donc à droite à gauche, avec derrière un peu de déception dans les capacités finalement de la technologie à traiter du 100% des cas, à être efficace de manière rapide, à bien utiliser des données. Les tests n'étaient pas à la hauteur des attentes ? Souvent, quelques difficultés opérationnelles qui ont été identifiées et derrière une difficulté de passage à l'échelle parce que difficulté d'accès à la donnée, parce que complexité de mise en œuvre, et ainsi de suite. On voit actuellement un fort recentrage vers plus d'industrialisation, des démarches qu'on va appeler MLOps, qui veut dire Machine Learning opérationnel. Donc globalement, comment je vais industrialiser mon usage de ces technologies pour aller plus loin maintenant. Et au-delà de ça, ce qu'on a vu également, c'est quelques réticences. Il y a l'effet boîte noire aussi, puisqu'on est dans une technologie qui est difficile à expliquer parfois, qu'on est sur des réseaux de neurones complexes, on a des milliards de computations et complexes de comprendre finalement le raisonnement derrière, et donc un peu de résistance à l'utilisation. Du en tête, juste pour prendre la mesure, la mécanique de machine learning, d'auto-apprentissage, est inexplicable à l'heure actuelle. Ce qui crée beaucoup d'appréhension ou un peu de réticence. Comment ça, inexplicable? Enfin, c'est... Alors, le fonctionnement, on peut l'expliquer. Oui, voilà. Mais la complexité, par exemple, du nombre de chemins que va parcourir finalement un calcul dans un réseau de neurones avec tous les systèmes de backpropagation et j'en passe, vont faire qu'on a du mal en fait à comprendre quels ont été les éléments contributifs à la décision d'un modèle pour une prédiction ou pour finalement une classification ou un résultat particulier. En résumé, on voit le résultat, mais on ne comprend pas le chemin de prise de décision. Quels que soient les systèmes Alors, mathématiquement, on peut toujours expliquer employés. Ce qui se passe. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a conçu, justement pour répondre à ces besoins-là, un certain nombre de systèmes qui permettent dorénavant d'un peu mieux comprendre ce qui se passe dans le modèle. Et donc, l'idée, c'est de détecter si le modèle... En fait, on va un peu le stress tester si on veut, on va le challenger d'une certaine manière pour voir comment il se comporte et à partir de là, déduire quelles sont ce qu'on va appeler les variables contributives, donc les éléments qui ont contribué à la décision du modèle. Mais a posteriori. A posteriori. Ça commence à donner un peu d'éléments de contrôle additionnels dans le. Alors, quels cas d'usage ont finalement vu le jour et puis ont eu le succès escompté? Ou deux cas d'usage? Oui, alors il y en a énormément. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, bien sûr. Tout d'abord sur la sphère client. Pourquoi? Parce que ROI direct. On crée de la valeur et donc énormément de travail qui a été fait sur de la segmentation, du targeting, donc dans les usages plutôt la satisfaction marketing. Client, exactement, du pricing, voilà, des éléments de ce type-là. Donc beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, beaucoup de travaux sur le prédictif aussi, sur prévision des ventes, prévision dans le cadre de la logistique supply chain, ou encore, j'allais dire, sur de la maintenance prédictive aussi dans le cadre de l'industrie, donc l'industrie 4.0 notamment. Ensuite, on a énormément de travail qui est fait sur les données non structurées avec le traitement automatique du langage, donc chatbot, voicebot, avec la voix qui se rajoute, et également analyse automatique de documents pour en sortir des éléments structurés qui sont actionnables derrière. Donc c'est l'intelligence artificielle dont nous expliquait Julien tout à l'heure, pour traiter finalement la donnée, la nettoyer, exactement, et la rendre potable si on suit la métaphore. Et utilisable de manière mathématique derrière, puisqu'on va la remettre dans des modèles de type structuré, base de données. Et alors, je voudrais parler de l'IA de confiance. Il y a tout un sujet, notamment la réglementation s'en mêle, pour redonner confiance à cette intelligence artificielle. Exactement. J'adore prendre un petit exemple, c'est l'exemple du micro-ondes, que je trouve très parlant. Le micro-ondes, en fait, tout le monde l'utilise tous les jours. On ne sait pas forcément tous comment ça fonctionne. Il y a un magnétron dedans, on ne sait pas comment il marche, mais on sait qu'on a mis une porte et que cette porte nous protège en fait du rayonnement et donc on l'utilise toujours, on sait que ça chauffe. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a soulevé plein de questions avec l'utilisation de ces technologies, des problématiques éthiques notamment, si on l'utilise mal, comme toute technologie, on crée des problèmes. Problématiques éthiques, par exemple, dans des recrutements qui ont été faits avec de la discrimination homme-femme, des problématiques, l'utilisation de chatbots qui sont mis à avoir des propos haineux ou autres. Et donc tout ça, l'idée, c'est de se dire, forcément, on a une technologie qui est puissante face à nous. Si on ne met pas un cadre réglementaire dans le cas d'utilisation de cette technologie, ça va être compliqué. Donc l'Union européenne a sollicité en fait des groupes d'experts pour travailler à définir un projet de réglementation dont l'objectif est de citer les usages qui sont interdits. D'accord. Par exemple, influencer les gens, certains aspects de la biométrie qui sont interdits, et ainsi de suite. Des usages à haut risque, par exemple tout ce qui va toucher les infrastructures essentielles, l'électricité, l'eau, et ainsi de suite. Et des usages autorisés. Mais derrière tout ça, un besoin de documentation et de contrôler l'intelligence artificielle, les différentes zones de biais, de risques liés à l'équité, des zones relatives à l'éthique,
à la sécurité des modèles aussi, puisqu'on peut aussi hacker l'intelligence artificielle si on lui fait ingérer parfois des mauvaises données. Bien sûr. On peut lui donner un comportement qui ne serait pas le comportement souhaité. Et donc l'idée, c'est de baliser finalement l'ensemble de ces éléments pour obliger les entreprises avec des incentives proches de celles de la GDPR, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires et 30 millions d'euros, ou 4 pour les systèmes qui sont vraiment interdits si on les utilise. Et 4% et 20 millions. Et ça, c'est en vigueur actuellement ? Alors, c'est une proposition de loi actuellement, et donc elle est en cours de discussion. D'accord. Et il y aura des évolutions prévues tous les 6 mois pour réévaluer les cas d'usage à risque et interdits, puisque la technologie évolue tellement vite qu'il faudra régulièrement en fait faire évoluer cette loi. Donc c'est un côté un peu nouveau aussi dans une loi qui va être extrêmement mouvante une fois qu'elle sera promulguée. Et en quelques mots, ta conviction pour l'avenir ? Moi, je suis extrêmement enthousiaste pour 2 sujets. Un, évolution très rapide, toujours des technologies sous-jacentes avec de nouveaux algorithmes, des algorithmes auto-supervisés qui apprennent un peu mieux tout seuls, des nouveaux algorithmes qui vont mieux mimiquer le fonctionnement du cerveau avec ce qu'on appelle calculus assembly. Bon, dans le jargon, on traite par des ensembles en fait, de neurones au lieu de traiter des neurones de manière individuelle. Et au-delà de tout ça, moi je trouve que c'est une opportunité unique pour tous de débiaiser des processus qui étaient parfois biaisés par des humains. Je finirai sur ces quelques mots. Je donne quelques exemples. En neurosciences, en fait, il a été prouvé que quand on prend une décision en environnement risqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments pour totalement prendre sa décision, on est systématiquement à prendre une décision par le cerveau reptilien qui est l'amygdale. Et donc, on prend une décision par rapport à notre passé et notre vie. Exactement. Donc là, on le rend plus objectif. Et c'est exactement. Et donc là, avec tous ces éléments de contrôle, on pourra bien sûr plus objectiver toutes nos décisions. Et on va prendre un exemple concret, les achats, tout de suite. Merci Grégory. Et merci. Smart Transfo qui continue. Dernière partie donc de l'émission, tu le disais, Loïc. Les achats. Les achats, comment rendre les achats autonomes ? Mais c'est intelligence artificielle absolument, au service à la du réalité processus de l'activité de l'entreprise. Achat. Et pour en parler, un expert du monde des achats, de Jagger, vice-président produit, Amen Regimi, j'ai bien prononcé, Amen, qui est avec nous depuis Miami. Il gère toute la partie produit. Amen, tu nous entends bien ? Oui, je vous entends. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec nous. Je présente en quelques mots Jagger, donc un des grands experts, des leaders du processus achat en amont, procure to pay, source to pay. On reviendra dans le détail, le processus achat dans son ensemble. Amen, je voulais absolument t'inviter pour parler d'achat autonome et de rendre ce processus plus autonome. Qu'est-ce que ça signifie exactement, Amen ? Alors, en amont, les achats autonomes, c'est la synergie de toutes les technologies qu'on a vues tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, de la data, de l'Internet des objets, des chatbots. Comment on peut prendre toutes ces technologies pour les mettre à la valeur et à la main des acheteurs dans un but et non seulement d'automatiser les tâches, mais aussi de libérer les acheteurs pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui est stratégique. Prenons un exemple. D'ici 2025, en tant que professionnel achat, je me connecte le matin, je peux recevoir une notification où la plateforme a déjà tout fait. Supposons qu'il y a eu un problème dans une usine, une machine est tombée en panne, la plateforme intelligente va pouvoir récupérer ce signal grâce à l'Internet des objets, le traiter grâce à de l'analyse augmentée, créer un appel d'offres, le lancer, choisir les fournisseurs et même aller jusqu'à la création de la commande et informer l'acheteur. Donc, toutes les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qu'on peut automatiser avec de l'intelligence artificielle, avec de l'augmentation des données pour que l'acheteur puisse se concentrer à créer des stratégies et à superviser l'exécution des stratégies. En un mot, c'est les achats autonomes. Bon, à quoi ça ressemble ? Je vois que ça fait rire Stéphane. Ouais, c'est fascinant. À quoi ça ressemble concrètement ? C'est un logiciel ? C'est un robot qui se place à la place de l'acheteur, sur le siège de l'acheteur ? À quoi ça ressemble concrètement, Amen ? Alors, ce n'est pas le robot comme ce qu'on voit dans les films américains ou dans Hollywood, qui va venir et qui va prendre la place de l'acheteur. Ça reste des logiciels, mais des logiciels qui sont, grâce à l'intelligence artificielle, puissent récupérer des données, les analyser à une vitesse plus rapide, ouais. C'est ça l'avantage de l'intelligence artificielle, et grâce à l'apprentissage automatique, donc ce qu'on appelle du machine learning, ces logiciels vont pouvoir apprendre
des processus existants, de la façon avec laquelle les acheteurs travaillent et aussi proposer des actions. Donc à quoi ça ressemble? C'est un logiciel. Et peut-être ce que je veux dire, le résultat final peut-être ne sera pas visible par les utilisateurs d'ici 2025, sauf une notification ou un email ou une information qu'on va avoir d'une manière conversationnelle avec une type de Alexa ou un Siri, etc. Oui, pour aider finalement l'acheteur à augmenter ses prises de décision par des traitements de tâches qui sera fait du coup par ce logiciel. Concrètement, est-ce que les acheteurs doivent s'inquiéter de leur job? C'est toujours la question. Exactement, c'est toujours la question. La réponse, les acheteurs, non, ils ne doivent pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que, et je peux vous dire, en travaillement sur cet aspect des achats autonomes, j'ai passé des interviews avec une centaine d'acheteurs. Et je leur ai demandé, mais décrivez-moi vos tâches quotidiennes. Et je peux vous dire que la majorité des tâches, malheureusement, la majorité des acheteurs, ce qu'ils font, c'est traiter des tâches monotones, des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Donc, au contraire, ce que les achats autonomes vont permettre aux acheteurs de faire est de se concentrer à gérer de la relation, de la valeur avec les fournisseurs. Ça va leur permettre de se concentrer sur la création de la valeur, et c'est le but des acheteurs. Et la négociation, Amen. La négociation, rassure-moi, parce que c'est quand même l'action phare préférée, une des actions phares et préférées des acheteurs, restera évidemment à la main de l'acheteur dans la feuille de route que vous construisez chez Jaeger. Absolument, absolument. La négociation restera à la main des acheteurs, mais on va parler des négociations importantes. Et là, il faut parler de deux types de négociations. C'est ce que les experts achats vont vous dire. Il y a les négociations pour, par exemple, les appels d'offres annuels, que c'est le même appel d'offres que je dois répéter. Faible valeur ajoutée, ça ne fait que prendre du temps pour l'acheteur. Et là, il y a les négociations avec les fournisseurs stratégiques. Et c'est là où les acheteurs veulent concentrer leurs efforts. Donc, ce que les achats autonomes vont faire, ils vont pouvoir libérer les acheteurs de toutes ces tâches répétitives à faible valeur ajoutée, les prendre, les exécuter. L'acheteur, il va pouvoir superviser l'exécution de ces tâches et se concentrer sur les tâches qui peuvent ramener de la forte valeur ajoutée à son entreprise. On parle beaucoup de RSE, on parle de diversité de fournisseurs, on parle de stratégie achat, et c'est là où les acheteurs peuvent se concentrer. Donc, les achats autonomes vont permettre d'augmenter le travail des acheteurs, les libérer. Et c'est comme si, moi j'aime toujours dire cet exemple, chaque acheteur va avoir un assistant intelligent qui va travailler à son service. Dans combien de temps? C'est à chaque fois, tu parles au futur. De 2025, quand est-ce qu'on voit ça vraiment équiper les services achats des grandes entreprises? Aujourd'hui, notre objectif et notre roadmap d'avoir ça prêt d'ici 2025. Mais la bonne nouvelle, c'est pour que ce soit prêt en 2025, on a commencé aujourd'hui. Donc, on a commencé à préparer toutes les fondations nécessaires pour avoir un vrai système intelligent. Et il y a des cas d'usage qui sont déjà existants, sur lesquels on a commencé à travailler aujourd'hui, qui sont déjà en production, et que nos clients et c'est là où on parle, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, on commence à travailler avec des cas d'usage, avoir de l'intelligence sur des parties spécifiques du processus achat, et plus on teste, plus c'est validé, et après on va pouvoir mettre ces intelligences tout au long du processus. Donc ça a commencé maintenant, mais le résultat final sera visible, j'espère, d'ici 2025. Amen Reguimi, merci Amen, merci Loïc. Smart Transfo, c'est terminé et on se retrouve très bientôt.